L'anime commence par montrer un château qui s'effondre, restant à peine debout. Un jour, un homme cagoulé entre lentement dans ce château, se dirigeant vers la salle du trône. Arrivant devant elle, comme il est impoli d'entrer sans prévenir, il frappe 2 fois à la porte et les ouvre ensuite seulement. En entrant dans la pièce, l'homme se retrouve face à face avec la reine démon Echidna et ses 4 généraux. Lorsqu'il s'approche suffisamment des 5, il enlève sa capuche et se révèle comme étant Léo de Moir, le héros qui a récemment détruit ce même château et décimé les troupes de la reine démon. Mais il semblerait que ce héros ne soit pas là pour remplir son rôle d'en finir avec les démons, ce qu'il a déjà fait, mais plutôt pour trouver un travail à leur côté. Apparemment, la vie n'est facile pour personne. Léo essaie de convaincre la reine démon de l'avoir comme employé dans son armée, en faisant une présentation et tout. Cependant, Echidna ne le quitta pas du tout, brûlant tout ce qu'il avait préparé. Pour donner un peu de contexte, il y a un an, l'armée démoniaque, dirigée par la reine Echidna, a soudainement envahi le monde humain. Ensuite, un roi des humains a demandé à Léo de rassembler des héros d'élite et de se lancer dans la destruction des démons. Cependant, les héros qui accompagnaient Léo étaient incompétents, et sans eux il aurait été facile de sauver le monde 5 fois. À un moment donné, Léo en a eu marre d'eux et les a laissés derrière lui, détruisant seule la reine démon peu de temps après. Revenant à l'époque actuelle, notre héros se retrouve maintenant en réunion avec les 4 généraux de la reine, tenue secrète d'elle. Léo a réussi à convaincre tout le monde de lui donner une dernière chance. Mais le frère déballe tout quand il dit qu'il va essayer de les convaincre en leur racontant comment il a vaincu les 4 généraux. Selon Léo, c'est pour prouver à quel point il est puissant. Le premier d'entre eux était Edvar, le général dragon. Heureusement pour Léo, ce type est plutôt stupide, du genre guerrier honorable, vous savez, et il n'a emmené personne avec lui. Ce qui a rendu le combat beaucoup plus facile, et Léo a remporté la victoire cette fois-ci. Après Edvar, vint Mernès, le général sans ombre. Un jeune demi-démon qui appartenait autrefois à la guilde des assassins, doté d'une force et d'une vitesse inégalée. Cependant, ce n'est pas un problème lorsque vous pouvez lancer un sort de zone et détruire tout ce qui vous entoure. Après le tueur est arrivée une petite surprise nommée Lily, la bête générale. Un petit enfant que Léo a trouvé alors qu'il s'abritait de la pluie sous un arbre. La fille avait perdu la mémoire pour une raison quelconque. Pour cette raison, Léo emmène Lily avec lui pendant quelques jours. Cependant, un jour, elle finit par se souvenir de sa position dans l'armée de la reine démon. Être facilement vaincu peu de temps après par notre protagoniste. Mais selon la tribu de Lily, si quelqu'un de fort te bat, tu es destiné à être avec cette personne. Les problèmes de Léo ne s'arrêtent pas là, puisqu'il doit à chaque fois refuser les demandes en mariage de la fille jusqu'à maintenant. Et finalement arriva la sorcière générale Chutina, une succube dont tous les sorts étaient bloqués par la magie et facilement vaincue au combat physique. Elle est très gênée par toute la situation, mais ignorant cela, elle demande pourquoi le héros a postulé pour faire partie de l'armée démoniaque. Par conséquent, Léo commence à expliquer ce qui s'est passé après avoir vaincu la reine démoniaque Echidna. De retour au capital humain, Renaille, au lieu d'être accueilli par des applaudissements, a été accueilli par des regards craintifs. Les gens ont commencé à croire que Léo était un démon. Après tout, quel genre d'humain bat la reine démon seule? La peur commença à se répandre de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Léo soit appelé à rencontrer le roi. Ce roi, qui connaît toute l'histoire, remercie Léon d'avoir gardé une telle pierre philosophale en sécurité, mais déclare également qu'il ne peut ignorer les besoins de son peuple. Pour cette raison, l'expulsion du héros Léon de ses terres a été décrétée. N'ayant nulle part où aller, tout ce qu'il pouvait faire était d'errer sans but de village en village. Un jour, Léo apprend par des gars dans un bar que la reine des démons recrutait des gens pour son armée. Qui sait pourquoi, mais Léo pensait que les seuls prêts à l'accueillir seraient ceux de l'armée démoniaque elle-même, pour qu'il puisse se venger de l'humanité. Ce qui nous ramène à la situation actuelle. Ne sentant aucun mensonge dans ses paroles, la sorcière Chutina dit qu'elle va le tester pendant une courte période. Si Léo produit des résultats satisfaisants, il pourra rejoindre définitivement l'armée des démons avec une nomination des 4 généraux. Cependant, d'ici là, l'homme ne peut pas informer Echidna de cette embauche temporaire et devra se cacher. Le lendemain, tôt le matin, Léo doit prouver sa valeur en travaillant dur. Alors, il fait irruption dans la chambre de Chutina pour réveiller la femme et commencer son travail. Comme il ne peut pas la réveiller normalement, Léo reproduit la voix de la reine Echidna avec magie et réessai. Ce qui finit par très bien marcher. Après tout, d'un seul bond la sorcière se lève du lit. Mais en découvrant qu'elle a été trompée, Chutina fait exploser le visage de Léo avec une grande magie. Évidemment, cela ne fait rien d'autre que gâcher le mur de la chambre. Pendant le nettoyage, Léo explique le moment dans lequel se trouve l'armée démoniaque. Depuis, après l'attaque hautement destructrice de Léo, la plupart des démons de l'échelon supérieur sont retournés dans le monde des démons pour récupérer, laissant le reste du travail entre les mains de ceux qui restaient, en l'occurrence les 4 généraux. Tout cela a laissé les généraux complètement dépassés, en particulier Chutina, qui meurt à force de travailler autant. Et notre héros est déterminé à l'aider avec ça. Puis, plus tard dans le bureau de Chutina, Léo jette un œil à sa liste de choses à faire. C'est une liste géante, avec 50 tâches au total. En regardant le moins important, vous trouverez le réapprovisionnement des réacteurs de mana. Léo dit alors qu'à partir d'aujourd'hui, il s'occupera du ravitaillement de ces réacteurs, et cela prendra 2h30 pour le faire. Chutina ne pense pas que ce soit grave, mais Léo insiste sur le fait que bientôt la sorcière lui sautera dans les bras, le remerciant d'avoir réduit sa charge de travail. Bien que cela n'arrive pas, Léo se déguise en armure noire et entreprend de remplir sa mission. Mais cela prend très peu de temps, une trentaine de minutes seulement. Bien qu'il soit libre, Léo dit qu'il est fatigué car il a dépensé beaucoup de mana pour les réacteurs, disant qu'il va juste regarder comment fonctionne Chutina pendant un moment. Tout va bien pour elle, mais le temps passe et personne ne se lève du canapé. Chutina le confronte à plusieurs reprises, mais le héros voyou vient
revient toujours avec une excuse. Jusqu'à ce qu'au bout de quelques heures, sa patience s'épuise. En colère, Chutina a l'intention d'évacuer toute sa colère contre Léo grâce à une magie destructrice. Et juste au moment où elle s'apprête à faire ça, elle entend quelqu'un frapper à la porte. Sauvé d'une terrible attaque, Léo se déguise à nouveau et la personne qui a frappé franchit la porte. C'est un démon appelé Dianette, et pour une raison quelconque, elle connaît la forme déguisée de Léo. Maintenant, se faisant appeler le chevalier noir Onyx et assistant des généraux, Léo demande à la jeune fille de procéder à un rapport. Dianette rapporte qu'avec le talisman qu'Onyx lui a donné, elle n'a eu aucun problème à approvisionner les réacteurs à mana. Et que, avec l'autorisation de Chutina, il voulait continuer à ravitailler les réacteurs à sa place. Chutina est confus au début, mais Léo explique que tout ce qu'il a fait, c'est enseigner aux autres une méthode pour alimenter le réacteur. Puisque les subordonnés de Chutina, dont Dianette, s'inquiètent de sa surcharge de travail. Donc pouvoir aider est quelque chose qu'ils ont toujours voulu, mais le général est trop têtu pour accepter ou demander de l'aide. Grâce à l'intervention d'Onyx, la tâche d'alimenter les réacteurs peut désormais être confiée à d'autres personnes, réduisant ainsi définitivement la charge de travail de Chutina. Un peu émue, la sorcière remercie sa subordonnée et la congédie pour le moment. De nouveau seul, Léo enlève son déguisement d'Onyx et explique littéralement le bon sens, en disant que le travail ne peut pas être fait seul, surtout dans une organisation aussi grande. Il est préférable de déléguer les petites tâches à des personnes moins qualifiées pour que personne ne se sente dépassé. De plus, pendant la période où Léo était censé observer Chutina sans rien faire, l'homme a réorganisé sa liste de choses à faire, marquant ce que Chutina pourrait déléguer à d'autres personnes. Malgré cela, la sorcière semble soucieuse de confier de telles tâches à d'autres. Voyant cela, Léo dit que Chutina devrait faire confiance à ses subordonnés et à son jugement qui a choisi ses subordonnés. De plus, s'ils ne savent pas comment effectuer les tâches, apprenez-leur simplement comment les accomplir. Chutina le remercie et s'excuse d'avoir dit du mal de lui. Et maintenant, son travail étant enfin terminé, le chevalier noir Onyx se lance dans sa prochaine tâche. Dans le prochain épisode, nous voyons Chutina s'inquiéter de la prochaine tâche de Lily, une mission logistique sur un archipel d'îles de la mer de Largo. Sur ces îles, vit un peuple dragon qui a une alliance très forte avec l'actuelle reine démon. C'est de là que proviennent la plupart des fournitures nécessaires à l'entretien de l'armée démoniaque. Puisque de temps en temps des démons se rendent sur ces îles via un portail pour chercher des provisions. Et c'est Lily qui est actuellement responsable de cette opération qui peut être considérée comme un désastre complet. Après tout, le projet principal d'une fille est de s'amuser. Pour cette raison, Chutina demande à Léo de garder un œil sur Lily et de lui apprendre à la transporter correctement. Même en envoyant Léo déguisé en Onyx, les choses ne se passent pas très bien. Lily est complètement chaotique, elle détruit presque tout ce qu'elle traverse et ça après un seul voyage. Peu de temps après, même si elle a encore beaucoup à transporter, elle dit à tout le monde que c'était suffisant pour aujourd'hui. Même si elle est une enfant adorable, elle est encore très immature. Comme Léo ne peut exercer aucune autorité sur les démons qui transportent les choses, le succès de cette mission dépend de Lily, et pour lui faire comprendre comment travailler efficacement, en adaptant les bonnes personnes à chaque tâche, Léo lui fait une petite scène. Lorsque Lily entre dans la cabane où réside Léo, il fait semblant d'avoir été mordu par une vipère mortelle, un serpent au venin qui le tuerait en 12 heures. La fille bête est très inquiète pour son futur mari et a du mal à trouver un moyen de le sauver. Et puis, comme Léo le voulait, Lily décide d'aller chercher des herbes médicinales. Le héros dit qu'il doit y en avoir dans les sommets de l'Ouest, manipulant la jeune fille pour qu'elle s'y rende. Je n'ai pas besoin de le dire, mais il est évident que Léo n'est pas malade. Son objectif était de faire en sorte que Lily s'attaque aux herbes médicinales et, en chemin, relève des défis qu'il avait préparés. Ces défis sont des tests destinés à apprendre aux petites filles à gérer une équipe, prouvant que le travail en commun est essentiel. Cependant, voyant que la jeune fille, sous la forme d'un loup divin, surmonte facilement certains défis seul, Léo décide de s'immiscer un peu dans la situation. Dans l'un des tests, il se déguise en barde mystérieux et apparaît devant Lily pour l'aider un peu. L'homme soi-disant mystérieux dit à la jeune fille que lorsque l'on ne peut pas résoudre un problème seul, avec l'aide d'amis, le même problème peut être facilement résolu. Lily comprend immédiatement l'allusion de Léo, je veux dire du mystérieux barde, et part à la recherche de compagnons pour l'aider. Mais, en fin de compte, la jeune fille n'a pas vraiment eu besoin de l'aide de qui que ce soit et a traversé seule chacune des épreuves. Frustré, Léo s'endort dans sa cabine. Et le lendemain matin, il se réveille avec Lily sautant de joie sur lui. Apparemment, elle a réussi à obtenir les herbes médicinales seule, ce qui a transformé le plan ultra élaboré de Léo en quelque chose de pratiquement inutile. Cependant, Lily a réussi d'une manière ou d'une autre à comprendre l'importance du travail d'équipe et suggère même un plan impliquant cela pour transporter les fournitures. Cependant, la jeune fille n'a pas appris cela grâce au défi que Léo avait préparé, mais à cause de ce qu'il a dit alors qu'il était déguisé en barde. En d'autres termes, tout ce que tu avais à faire était de dire à Lily quoi faire, et elle comprendrait. De toute façon, tout va bien qui finit bien. La mission a été un succès et la fille bête apprend petit à petit à diriger ses compagnons. Quelques jours plus tard, le chevalier noir Onyx reçoit un appel de la reine Echidna et doit immédiatement lui faire rapport. Comme il n'y a qu'une seule personne appelée Onyx dans ce château, qui est le déguisement de Léo, l'homme devra composer avec on ne sait ce que la reine attend de lui. En arrivant dans la salle du trône, il voit qu'Echidna veut juste avoir un bon dîner avec lui. Et même si de l'extérieur cela ressemble à un dîner amical entre un employé et son patron, Léo souhaite sortir de là au plus vite. Après tout, plus il passe de temps avec Echidna, plus grandes sont les chances que la jeune fille découvre sa véritable identité. Pour aggraver les choses, pendant qu'il parlait, la reine démon demande à Onyx d'enlever son casque. Puisque Léo porte toujours ce casque lorsqu'il est déguisé,
utilisé, il ne s'inquiète pas de changer son visage normal. Alors, en entendant la demande d'Echidna, Léo tente de faire un geste et de détourner le sujet. Cependant, votre patron est une reine insistante, et en ce moment un peu ivre aussi. Elle s'approche de son subordonné et lui enlève son casque à main nue. Avec le peu de temps dont il disposait avant que son identité ne soit presque révélée, Léo utilise la magie pour changer de visage le plus rapidement possible. Et bien que son visage ait très peu changé, cela a suffi à convaincre une reine démon transformée en 20 canettes de Brahma. Inquiet de la possibilité d'être découvert, Léo décide de tenter de s'échapper au plus vite. En y réfléchissant, il essaie d'abord de faire boire Echidna jusqu'à ce qu'elle tombe, mais la reine a du mal à tomber. Ce plan ayant échoué, lorsqu'une autre opportunité se présente, il essaie de trouver une excuse pour sortir de là. Cependant, Echidna semble avoir ignoré tout ce qui a été dit. Après tout, elle a l'intention de prolonger la boisson et la conversation jusque tard dans la nuit. Ils portent même un toast à leur amitié. Plus tard, pendant qu'ils parlaient, Echidna révèle qu'elle est reconnaissante pour tout ce qu'Onyx a fait et que la raison de ce dîner est de le récompenser. Poursuivant, à un moment donné, la reine mentionne que son objectif dans le monde humain est d'obtenir la pierre philosophale, mais le héros Léon l'en a empêché. Pour en savoir plus sur cet artefact, la pierre philosophale est un trésor conservé dans la ville sainte de Renaille. Selon les rumeurs, un ancien roi, il y a 3000 ans, a utilisé les pouvoirs de la pierre pour fonder cette ville. On dit qu'elle transformait les déserts en champs verdoyants, protégeait les habitants de Renaille de la peste et pouvait même rendre une personne immortelle. Mais la plupart de ces choses sont absurdes, selon Léo lui-même. Le chevalier Onyx, curieux de connaître l'objectif de son patron, lui demande ce qu'elle compte faire de la pierre philosophale. À cela, Echidna répond qu'elle veut juste mettre de l'ordre dans le monde démoniaque. Là où la végétation est rare, l'eau est impure et l'air est lourd. De ce fait, tous les clans démoniaques vivent en se battant entre eux pour le peu de ressources qui restent. Et avec la pierre philosophale, Echidna pourrait reforger le pays des démons, faisant de leur monde un endroit agréable. Si possible, elle prendrait la pierre sans se battre, mais ce n'est pas comme si les humains renonceraient volontairement à ce qui les maintient debout. Après lui avoir parlé de ses objectifs, Echidna demande pourquoi Onyx a rejoint son armée. Sensibilisé par tout ce qu'elle dit, Léo finit presque par révéler sa véritable identité. Cependant, Chutina et Lily interrompent le moment avec de mauvaises nouvelles. Edvard et Mern ont laissé des notes inquiétantes. Le général Dragon dit qu'il se suicidera pour compenser le manque d'entraînement de ses troupes. Mern dit simplement qu'il part en voyage et qu'ils ne sont pas censés le chercher. Dites-vous ce que les gens dramatiques ont vu. Echidna, avec Chutina et Lily, se chargeront de surveiller Edvard, car il est à proximité. Donc, Léo était chargé de retrouver Mern et de découvrir ce qui lui arrive. Et Léo retrouve rapidement l'homme, s'arrêtant pour lui parler au bord d'un lac. En essayant d'approfondir la situation, Mern finit par parler d'un entretien qu'il devra faire dans 3 jours. Mais le problème est qu'il n'est pas une personne communicative. En fait, il ne dit presque rien. Ce qui rend cette activité assez compliquée et pourquoi Mern est parti en voyage. Mais désormais, le tueur n'aura plus besoin de partir en quête de connaissances. Au lieu de cela, Mern demande à Léo de lui apprendre à être un grand communicateur, ce qui convient au héros. Pendant ce temps, la reine résolvait le problème d'Edvard. Il a essayé de se suicider en utilisant une lame, comme un guerrier, mais il n'y est pas parvenu parce que sa peau est trop dure à couper. Comme il ne veut pas donner ses raisons, Echidna le laisse avec sa fille. Après tout, devant elle le guerrier ne tenterait rien de risqué. Après cela, la scène passe à Léo et Mern travaillant comme serveur dans un restaurant du château. On voit d'emblée que Mern porte une tenue de serveuse qui, selon Léo, sert de déguisement. L'objectif d'y travailler est de former les bases de la communication au service des clients. De plus, Léo dit qu'il est important de comprendre les sentiments des autres pour savoir quoi dire. En d'autres termes, il est vital d'avoir de l'empathie. Mais la première chose qu'ils ont apprise à Mern lorsqu'il est devenu un tueur a été de laisser de côté l'empathie. Voyant la situation compliquée, Léo dit à l'homme de simplement se taire et d'écouter, car avant tout, un bon communicateur est un bon auditeur. Et bien que Mern soit toujours silencieux, il ne le fait que parce qu'il veut que la conversation se termine. Alors à partir de maintenant, il doit écouter attentivement et réfléchir au point de vue de l'autre. Heureusement, une situation permettant de mettre cela en pratique apparaît bientôt. Une meute de loups mercenaires appelle la serveuse pour passer commande. Mern va les servir et essaie vraiment de communiquer avec les furies. Mais cette bande de fauteurs de troubles semble juste vouloir causer des problèmes, ils l'ont même dragué. Cependant, lorsque la situation dépasse les limites, Mern discipline tous les loups-garous en les battant. Après le quart de travail, Léo félicite son partenaire en disant qu'il a fait un excellent travail. Et pour s'entraîner encore un peu, le même jour les deux décident de simuler un entretien. Léo dit que Mern peut tout demander. Par conséquent, le tueur demande la véritable raison pour laquelle le héros a rejoint l'armée des démons. Après tout, la motivation que Léo disait avoir auparavant, vouloir se venger de l'humanité, n'a aucun sens. Parce qu'il pouvait le faire seul, sans rejoindre l'armée des démons. Léo essaie d'éviter le sujet, mais Mern ne le laisse pas et demande s'il n'a pas de colère envers les humains. Eh bien, Mern en a plein. Quand il était encore petit, parce qu'il était à moitié humain et à moitié démon, il fut vendu comme esclave puis acheté par la guilde des assassins. Que ce soit par hameçon ou par escroc, Mern était un assez bon tueur pour survivre. Et maintenant il a une immense haine pour les humains. C'est pourquoi il a soutenu l'invasion de l'armée démoniaque, espérant qu'elle exterminerait les humains. Mais en voyant que l'armée ne voulait pas exterminer les humains, Mern s'étonne. Malgré cela, il commence à faire partie des forces démoniaques, pouvant, si nécessaire, éliminer la reine Echidna et diriger l'armée démoniaque pour détruire l'humanité. À un moment donné, Mern devient l'un des 4 généraux et commence activement à aider à diriger les démons, mais sans beaucoup d'enthousiasme. Jusqu'à ce qu'un certain héros le batte et refuse de le tuer, lui disant d'aller voir le monde du point de vue d'un assassin. Par conséquent, si Mernès voulait toujours mourir ou faisait
quelque chose de mal, le héros reviendrait pour le tuer. Évidemment, ce héros est Léo. Et en prenant tout cela en compte, Mern en déduit que Léo ne voudrait pas détruire l'humanité. L'ancien héros ne ressent pas la même haine que lui, même s'il serait normal de s'y attendre. De ce fait, Mern se sent confus et laisse déborder ses émotions un instant. Mais en même temps, il dit qu'il écoutera tout ce que Léo voudra dire sur le sujet. Léo commence alors à raconter son histoire, qui a commencé il y a de nombreuses années, à l'apogée de la civilisation industrielle, dans une ville appelée Tokyo. Dans le monde antique, la magie n'était pas quelque chose de courant et il n'y avait que des humains. Il y avait des intrigues ici et là, mais tout le monde vivait en paix. Jusqu'au jour où un trou s'est ouvert au milieu de Tokyo et plusieurs démons en ont émergé. Ces démons, comme Echidna, étaient fatigués du monde démoniaque et sont venus dans le monde humain à la recherche de lumière et de chaleur. Même si certains ont tenté de vivre en paix avec les humains, la plupart ont eu recours à la violence. L'humanité devrait donc riposter, mais tout comme aujourd'hui, les humains sont tous très faibles. Il était donc nécessaire de créer une nouvelle arme pour combattre ces démons. Dans cet esprit, l'humanité a créé 12 armes vivantes à partir du pouvoir des démons eux-mêmes, avec un pouvoir illimité de croissance et d'évolution, la série de Moir. Et de nos jours, un seul de Moir est encore en vie, en l'occurrence Léo. Depuis sa naissance, son but était d'être un héros, il ne connaissait pas d'autre moyen. Même après la mort des autres de Moir, Léo, parce qu'il avait été créé pour être plus durable, est resté en vie. Même lorsque le monde industriel s'est effondré et que la magie a remplacé les machines. Malgré tout cela, tout au long de sa vie, il a continué à protéger l'humanité. Mais Léo maintient-il les humains dépendants de lui? Comme il ne connaissait pas la réponse, il n'a jamais abandonné son devoir de héros. Cependant, récemment, l'humanité l'a laissé de côté. Bien sûr, Léo était triste d'être abandonné, mais il se sentait aussi heureux. En disant qu'ils n'avaient plus besoin de lui, ils lui ont donné la chance de cesser d'être le héros après on ne sait combien de millénaires. Maintenant, si l'humanité a besoin de protection, Léo n'a pas besoin d'aller les protéger, il peut vivre sa vie comme bon lui semble. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Mern est très confus et impressionné par toute cette histoire. En fin de compte, Léo promet qu'il apportera la pierre philosophale et rendra heureux les 4 généraux et Echidna. Sachant que l'homme n'en expliquera pas grand-chose, Mern chavire sur le champ. Dans l'épisode suivant, on voit la fille d'Edvar, appelée Julieta, demander de l'aide à Léo. Elle dit que la raison pour laquelle son père a essayé de se suicider est parce qu'il a soumis ses soldats à un entraînement infernal. Et malgré cela, ses soldats ont été incapables de vaincre une simple chimère archi, qui est une créature très puissante. Par conséquent, en guise de rédemption pour son échec à entraîner ses troupes, Edvar a envisagé de se suicider. Heureusement qu'il s'est calmé et n'y pense plus pour l'instant. Le vrai problème est que le standard de guerrier d'Edvar est très élevé, la base étant lui-même, qui est absurdement fort. Ainsi, lorsque ses soldats ne parviennent pas à vaincre quelque chose qu'il pourrait facilement réaliser, l'homme suppose que c'est un manque d'effort de la part de ses hommes et de lui-même. Même si l'entraînement infernal d'Edvar demande déjà un effort absurde. Connaissant les détails de la situation, Léo est prêt à aider. Mais comment se pose exactement une question qui vous traverse l'esprit? Lorsqu'il semble se souvenir de quelque chose, un démon lui apporte un avertissement disant que le chevalier Onyx devrait rencontrer la reine. Sur ce, Léo se déguise et se rend dans la salle du trône. En arrivant là-bas, il apprend qu'Edvar a démissionné de son poste de général et a décidé de redevenir simple soldat. Pour aggraver les choses, la reine Echidna ne semble pas savoir comment gérer cette situation. Alors, Onyx vous demande de lui laisser cette situation entre ses mains. L'Echidné fait confiance à l'homme et le laisse faire le travail. Plus tard, alors qu'Edvar annonçait son auto-rétrogradation à ses troupes, une immense armure blanche apparaît du milieu de la jungle. Il s'agit d'un golem machine fabriqué à une époque ancienne, récemment fouillé par certains des subordonnés démoniaques. Léo a eu l'idée de l'utiliser contre Edvar et de lui faire prendre conscience de ses défauts de coach. Dans un premier temps, les troupes d'Edvar tentent d'attaquer le golem, mais comme elles ne le grattent même pas, tous les soldats mettent le pied dedans. Ce qui laisse Edvar seul pour se battre avec l'armure géante. Pour exécuter son plan, Léo apparaît et donne des instructions au général Dragon sur la manière de vaincre l'ennemi. Mais il ne comprend rien. Ensuite, Léo commence à donner des ordres à Edvar de manière grossière et arrogante, exactement de la même manière qu'Edvar lui-même le fait avec ses troupes. Julieta décide de se joindre au combat et d'aider, révélant à son père quel est le point faible de l'ennemi. Au final, Edvar parvient à détruire le robot après un petit effort. Après la bataille, pour faire apprendre le grand, Léo lui fait la leçon, disant que le guerrier ne connaît même pas les bases des golems machis. Sa fille le défend, affirmant qu'il est évident qu'une personne ne saura pas toujours comment se comporter face à un ennemi. Encore plus la première fois que vous le rencontrez. En entendant ces mots, Edvar comprend que ses méthodes d'entraînement étaient mauvaises. S'excusant peu après auprès de ses troupes, promettant de devenir un bon leader et entraîneur. Tout selon les plans de Léo. Quelques jours plus tard, Léo est invité à un goûter, auquel Echidna et les 4 généraux seront présents. Chutina qui est venue l'informer de cette situation. Depuis qu'elle a déjà découvert tout son passé grâce au ragot de mer. Quoi qu'il en soit, à l'heure de la fête, Léo a l'intention de révéler sa véritable identité à Echidna, mais il doit attendre le bon moment. Avant de partir à la rencontre de la reine, un flashback traverse la tête de Léo. Il s'agit des temps anciens, en 2060, où il se retrouva face à face avec un démon paisible. Ce démon est un petit diablotin, et de son point de vue, Léo est une créature effrayante et sans émotion. Ce diablotin essaie donc autant que possible de maintenir une conversation, puisque l'humain ne semble pas vouloir le tuer pendant qu'il discute. Pendant qu'il discute, Léo appelle Jabbo pour une promenade et lui pose quelques questions en chemin. Avec cela, nous découvrons que le petit diablotin était piégé dans ce monde, la brèche créée par ses supérieurs était comblée. Très probablement parce que leur objectif était simplement d'enquêter avant une invasion totale. Le diablotin
diablotin, quant à lui, est venu sur ces terres à la recherche de soleil, de lumière et de végétation, mais il n'a rien trouvé de tout cela. Incapable de retourner dans son monde, il demande à Léo de le tuer une fois pour toutes. Mais Léo ne fait pas ça, après tout, le petit bonhomme lui a donné des informations précieuses. Au lieu de cela, notre protagoniste va voir si le diablotin peut rester dans une aile gardée de la civilisation. Suivant le chemin vers l'objectif, le diablotin reste agité tout au long du chemin. Pour se détendre, le démon demande quel serait le nom de l'humain. Léo, à son tour, est surpris d'entendre cette question, esquissant même un petit sourire. Le diablotin commence à faire un discours sur l'importance des noms, mais Léo ne le comprend même pas. Quoi qu'il en soit, le démon se présente comme Ebrad. L'humain prétend être une arme anti-démon auto-développée, la 5e de la série Demoir, numéro de format DH05LE, ou juste Léo, plus facile. Il explique tout sur les Demoirs et leur objectif de protéger l'humanité. Mais Ebrad trouve tout cela regrettable. Gardant cela à l'esprit, Léo demande pourquoi le diablotin penserait cela. Ebrad leur demande de s'asseoir dans un coin et d'en discuter davantage. Comme Léo est d'accord, le petit démon commence à se lancer dans des questions plus philosophiques, même en demandant ce que feront les humains une fois la paix rétablie. Après tout, le but de son existence est de protéger l'humanité, ce qui est la seule raison pour laquelle Léo a été créé. Quand l'humanité sera en paix, le but de sa vie sera tout simplement effacé. Et après ça, le monde deviendra un endroit douloureux. D'autant plus pour le lion qui n'a pas de durée de vie utile, ou en d'autres termes, ne peut être sauvé. Il devrait vivre éternellement dans un monde où il n'a plus de but dans la vie. Cela ne redeviendra utile que lorsque je devrai à nouveau me battre. Donc constamment perdre et retrouver votre objectif, sans jamais avoir l'esprit tranquille dans le processus. Et pour Ebrad, tout cela, même l'existence de Léo, est regrettable. L'humain dit alors au diablotin de ne pas s'en inquiéter. Après tout, Léo est le plus faible des Demoirs et mourra probablement avant de devenir invincible. En entendant cela, Ebrad fait semblant de souhaiter que le garçon puisse réellement mourir, mais en réalité, il s'inquiète du sort qui attend son futur ami. Après cela, une camionnette apparaît pour récupérer le petit démon. Avant d'être emmené, Ebrad dit à Léo de ne pas se laisser prendre à penser qu'il est né juste pour sauver les gens. Et si les humains n'ont plus besoin de protection, c'est au garçon de saisir cette opportunité, de trouver un nouveau but dans la vie et de vivre une vie heureuse. Comme dernière demande, Ebrad dit qu'il se souvient du nom de l'humain, donc Léo devrait également se souvenir du nom de ce petit diablotin. De retour du flashback, le chevalier Onyx se comportera envers la reine Echidna et les 4 généraux. La reine démon compte bien lui donner le titre de 5e général et célébrer tout cela avec une petite fête. Cependant, un énorme problème apparaît. Le portail vers le monde des démons se ferme et Echidna parvient à peine à le stabiliser. Malgré cela, la porte qui relie le monde des démons au monde des humains ne pourra pas rester ouverte plus de 7 jours. Et s'il se ferme, il faudra probablement beaucoup de temps pour qu'un autre s'ouvre, ce qui entraînera davantage de souffrance dans le monde des démons. Sachant cela, Echidna n'a pas beaucoup d'options. Selon Chutina, l'une d'elles serait de battre en retraite, l'autre serait d'attaquer les forces humaines dans une dernière tentative pour récupérer la pierre. La seconde semble irréalisable pour Echidna après que toutes ses forces sont plus faibles qu'avant et que le héros Léo Demoir continue de se battre pour l'humanité. C'est évidemment parce qu'elle ne connaît pas encore son déguisement. Mais alors, comme Echidna ne veut pas conduire ses compagnons à la mort, elle décide de dissoudre l'armée et de retourner dans le monde des démons. La reine commence un grand discours sentimental, remerciant tout le monde d'être à ses côtés. À ce moment-là, le chevalier noir Onyx enlève son déguisement, mais Echidna ne le remarque pas. Puis, il commence à parler davantage de la pierre philosophale, cherchant l'attention d'Echidna. Il mentionne également qu'il existe 2 de ces pierres dans le monde humain, mais la jeune fille ne se retourne jamais pour le regarder. Jusqu'à ce que, appelant Echidna, elle se retourne et remarque la présence du héros Léo. Mais elle devient confuse et essaie de découvrir ce qui est arrivé au chevalier noir Onyx. Sans laisser la reine traiter l'information correctement, Léo explique rapidement son déguisement et son objectif dans l'armée démoniaque. En gros, Léo voulait savoir si Echidna était digne du pouvoir de la pierre philosophale. Et maintenant, il sait qu'Echidna est digne et a la capacité de mettre de l'ordre dans le monde démoniaque, apportant ainsi la paix à l'humanité. Mais il est très difficile pour la reine de comprendre quoi que ce soit. Ce qu'elle parvient à comprendre, c'est qu'elle a été trompée par le héros. En pensant à cela, Echidna se met en colère et se frappe le visage avec de la magie, mais rien ne se passe à part des dégâts au château. Malgré cela, avec un petit effort des 4 généraux, Echidna est convaincue de laisser cette tromperie de côté. Passons donc au sujet principal, qui est la 2e pierre philosophale. Lorsqu'on lui demande où elle se trouve, Léo répond qu'elle est tout près, au sommet d'une des montagnes de la région pour être plus précis. Cependant, elle est protégée par un tuteur très puissant, ce qui ne devrait pas poser de problème selon Léo. Après avoir connu le lieu, tout le monde part ensemble vers le lieu indiqué par l'ancien héros. Pendant le voyage, Léo veut avoir une petite conversation avec Echidna, parler de la pierre philosophale et autres. Pour expliquer rapidement, la pierre philosophale n'est pas un appareil magique, c'est un artefact créé à l'ère moderne qui contient un micro-trou noir à l'intérieur avec une énergie presque infinie. Tout seul il ne fait rien, s'il a besoin d'un manuel d'utilisation perdu dans le règne humain pour le faire fonctionner. Pour cette raison, Léo propose à Echidna de faire la paix avec l'humanité en récupérant la pierre et en recherchant le manuel, ce qui semble être une solution tangible. Le reste du trajet, Léo parle beaucoup de ses sentiments et de ses inquiétudes. Il évoque un ordre critique de protection de l'humanité ancré au plus profond de son être, et aussi sur la façon dont son pouvoir a tellement augmenté qu'il rend ses ordres et ses sentiments hors de contrôle. Petit à petit Léo se brise, et quand l'humanité n'a plus besoin d'un héros et qu'il est très mauvais, il est capable de semer le chaos dans le monde pour se donner une raison de continuer à le protéger.
Et avant que cela n'arrive, Léo sait ce qu'il faut faire. Arrivé à l'emplacement objectif, Léo révèle à Echidna et à ses généraux qu'il n'y a pas de gardien, la pierre est effectivement en sa possession. Le cœur de la série de Moa, appelée Akashic Engine, est en fait la pierre philosophale. Pour récupérer la pierre, ils devront tuer Léo et lui arracher le cœur. S'il s'enfuit, il dit qu'il descendra la montagne, décimera tous les humains et détruira le manuel de la pierre philosophale. Il reste à la reine Echidna et à ses généraux de l'arrêter ici et maintenant. Tout le monde nie, après tout, le gars ne semble tout simplement pas bien dans sa tête. Cependant, il n'y a pas de blague avec Léo, il attaque rapidement la reine Echidna, la jetant contre le sol. Les gens lui demandent s'il n'est pas devenu fou, mais Léo garantit qu'il est complètement lucide. Puisqu'il veut juste détruire le monde des humains et le monde des démons, mettre fin une fois pour toutes à ces absurdités sur le fait d'être un héros et de protéger l'humanité. Les généraux insistent sur le fait qu'il n'est pas comme ça, ils demandent si le temps qu'ils ont passé ensemble ne signifie rien. Mais aucun homme ne s'arrête. Voyant que la situation ne peut être résolue par la conversation, la solution est d'aller au combat. C'est dommage de devoir combattre un ami cher, mais si tu ne l'arrêtes pas, tout le monde mourra. Ainsi, successivement, Léo neutralise Edvar, Mern et Lily, cependant, aucun d'eux ne meurt. Devant arrêter ce monstre seul, Echidna dit à Chutina de gagner du temps, 42 secondes pour être plus exact. Pendant ce temps, la reine démon misera tous ses paris sur l'invocation d'un sort ancien spécialement conçu pour être utilisé contre le héros. Cette magie se transmettait de génération en génération de seigneurs démons, ayant le pouvoir de neutraliser les capacités du héros pendant un temps. Cependant, consommant tout son pouvoir magique dans le processus. Pour créer l'écart dont Echidna a besoin, Chutina s'efforce de le retarder avec des sorts. De plus, la sorcière lui présente également certains faits avec des mots. Dire que Léo ne veut détruire le monde que lui-même. Et pour ce faire, il s'impose à un rôle de méchant dans le but d'essayer d'être vaincu tout en restant maître de lui-même. Après tant de bavardage, Léo ne laisse plus Chutina parler. Il lui donne immédiatement un coup de poing au ventre et l'envoie s'envoler. Heureusement, la conversation s'est terminée suffisamment à temps pour qu'Echidna puisse invoquer sa magie et la lancer sur Léo. Mais malgré le lancement réussi du sort, l'Echidné pense qu'il n'atteindra pas sa cible. Après tout, il semble très facile pour l'ancien héros d'esquiver simplement l'attaque. Cependant, contrairement aux attentes de la reine démon, Léo se laisse frapper par magie. Ensuite, la scène se coupe pour montrer la vie de Léo, mais le processus dans son intégralité cette fois-ci. Une fois le mal combattu et la paix établie, Léo n'avait plus de raison d'exister. Mais les temps heureux ne durent jamais éternellement. Et pour Léo, ce sont les moments de perturbation qui donnent un sens à sa vie. Toute sa vie, il s'est battu sans arrêt, s'améliorant à chaque combat et devenant ainsi une arme biologique imbattable et immortelle. Et lorsque les temps de paix recommencent à s'éterniser, Léo finit par se rendre compte qu'une partie de lui veut que le monde soit en danger. Il veut que l'humanité ait besoin de lui. Et en réfléchissant à cela, Léo décide de mettre l'humanité en danger tout seul. Pour créer la crise parfaite dans son monde, l'homme a essayé de recréer les 12 de Moa, exactement les mêmes qu'il y a 3000 ans. À la simple différence que leurs principaux ordres seraient d'exterminer l'humanité. Puisque Léo ne veut toujours pas cesser d'être un héros. Mais en réalisant ce qu'il fait, il met fin à son processus de recréation et détruit toutes les copies de Moa. Voyant qu'il a presque détruit l'humanité à cause de son désir égoïste, Léo se rend compte que le véritable mal qui menace l'humanité, c'est lui-même. Et pour sauver le monde de lui-même, Léo arrive à la conclusion qu'il doit être vaincu. Mais il ne pouvait pas s'agir simplement de quelqu'un qui devait être fort, protéger l'humanité à sa place et en même temps être digne de la pierre philosophale. Par coïncidence, la personne parfaite apparaît devant lui sous la forme de la reine démon, à savoir Echidna. Ayant choisi son successeur, le héros entreprend son dernier voyage en cherchant à cesser d'être un héros. Qu'est-ce qui l'a amené à ce moment présent? Le sort d'Echidna restreint complètement le héros et inhibe ses grands pouvoirs. Cependant, la reine démon ne peut rien faire, devant laisser le reste du travail à ses 4 généraux. À leur tour, avec le peu de détermination qui leur reste, les généraux se lèvent et portent plusieurs coups à Léo. Dans ces derniers instants, brutalement blessé et entouré de tout le monde, le héros révèle l'évidence. De plus, il offre également à Echidna la pierre philosophale dans son coffre, elle n'a qu'à la prendre pour elle-même, en mettant environ 300 secondes pour le faire. Cependant, lors de la récupération de l'artefact, la mort de Léo est garantie à 100%, sinon l'homme se régénérera et restera en vie. Lily fait de son mieux pour convaincre les gens que le tuer n'est pas un bon choix, mais finit par être détenu par d'autres. Après avoir parlé un peu, Echidna s'approche de Léo. Le héros trouvera enfin son repos. Cependant, Echidna révèle qu'elle n'a pas l'intention de prendre la pierre. En réalité, elle dit qu'elle va l'employer dans son armée. Léo est visiblement surpris, tout ce qu'il a fait aurait été vain. Ainsi, au lieu de demander à la reine, il tente de convaincre l'un des 4 généraux de retirer la pierre philosophale de sa poitrine. Cependant, aucun d'eux ne veut aider le pauvre gars. N'ayant plus d'alternative, Léo essaie de demander à Chutina de le faire pour lui. Ce qu'elle ne fera évidemment pas, mais à part ça, Chutina dit que Léo se contredit. Selon lui, parce qu'il a développé un ego et une personnalité forts, une partie de sa programmation a changé. Qu'est-ce qui a permis à Léo de mettre l'humanité en danger, simplement pour réaliser son autre objectif, qui est de sauver l'humanité. Par conséquent, de la même manière qu'il a modifié une partie de sa programmation de base basée sur son ego fort, la même chose pourrait être vraie pour l'ordre ancré en lui de protéger l'humanité du mal. Léo essaie cette possibilité et incroyablement, cela finit par fonctionner. Comme il n'a plus cet ordre en tête, hors de question de mettre l'humanité en danger. Et une fois ce problème résolu, Echidna demande si Léo veut toujours vraiment mourir. Il demande quel ex-héros répond non. Par conséquent, Léo se débarrasse de sa malédiction de protéger les humains et occupe une place particulière dans l'armée de la reine démon, mettant fin à ces longs millénaires de solitude.